Bonjour à vous qui êtes comme nous atteintes du syndrome ciné, et aujourd'hui, vidéo très attendue puisque nous allons vous parler du grand film de l'année, à savoir l'Odyssée de Christopher Nolan. 3 ans après le triomphe d'Oppenheimer, qui a fait 1 milliard au box-office et qui a tout pété aux Oscars, il revient avec l'histoire, une des premières histoires. Du monde occidental en tout cas. Il revient donc avec l'Odyssée, avec un casting de fou furieux, et on va vous en parler tout de suite. Mais avant de vous parler du film, les petits trocos du syndrome ciné, et avec Arthur qui a vu... Et bah moi j'ai vu In Waves récemment à sa sortie, qui est du coup un film qui a été primé au dernier festival d'Annecy 2026, qui est une très très belle aventure sur un surfeur, sur un groupe de surfeurs. Sur un adolescent, ça se passe sur 3 époques. Un adolescent qui rencontre sa copine, etc. C'est une très belle relation, et en fait la fille apprend le surf au garçon. Et du coup c'est une très belle histoire d'amour, et j'ai retrouvé pas mal de similitudes avec Point Break, avec Keanu Reeves, que j'aime beaucoup, qui est genre un des meilleurs films sur le surf possible. Et c'était un très beau film, les couleurs étaient magnifiques, le montage était super beau, j'étais hyper ému à la fin. Et en plus ça parle de maladie, ça parle du cancer, etc. Ça parle de l'amitié, de l'amour. Et je trouve que visuellement c'est un des plus beaux films d'animation que j'ai jamais vu en fait. Du coup adapté d'une BD. Voilà, à plus. Voyez In Waves. No one could stand between me and home. Not even the gods. Eh bien Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé s'il te plaît du film ? Grosso modo, guerre de Troie, sur la fin, ça a duré 10 ans, et parmi eux, Ulysse, qui est un peu celui qui a permis de dégoupiller un peu toute cette guerre qui n'en finissait pas de ne pas finir, est celui qui va le plus galérer à rentrer chez lui. Il va prendre 10 ans parce qu'il a offensé Poséidon, et que sur son chemin, il va y avoir tout un tas de péripéties, d'obstacles, plus ou moins surnaturels, sur les mers pour le ramener à Ithaque, là où l'attendent son épouse Pénélope et Télémaque, son fils, qui eux essayent de tenir le royaume pendant que des prétendants essayent de foutre le bazar là-bas. Et donc on va suivre un peu toutes ces péripéties, toutes ces embûches. Son combat mental aussi sur les choix qu'il a pu faire pendant la guerre de Troie, etc. Voilà. Et on va pouvoir passer à la critique de l'Odyssée de Christopher Nolan. C'est parti. Avant de balancer nos avis un peu rapides, je voulais savoir, comme d'habitude, quel était votre rapport à Christopher Nolan, à son cinéma ? Est-ce que vous aviez été déçu de ses dernières productions, ou est-ce que... Moi je l'ai découvert jeune, j'ai découvert avec Batman Begins quand j'étais petit. J'étais allé voir The Dark Knight au cinéma, Dark Knight Rises, etc. J'ai loupé Interstellar, Dunkerque et tout à l'époque, mais par contre j'ai quasiment vu tous ces films. Et c'est vrai que j'ai un énorme penchant pour de Prestige, Interstellar et forcément The Dark Knight et la trilogie de Batman. J'ai adoré Oppenheimer. Et c'est vrai que là je l'attendais un peu au tournant, parce que c'est peut-être un de mes... Je dirais, je suis pas un fan de Nolan non plus. Mais j'aime beaucoup son cinéma, parce que je trouve qu'il y a quand même un tournant qu'il a fait avec Oppenheimer, qui est quand même un tournant beaucoup plus mature de sa part, avec des sujets beaucoup plus sur le monde. Je trouve qu'il a fait un tournant assez intéressant, quoi. Et je trouve que le retrouver... Moi je suis très fan de l'Iliade et l'Odyssée, c'est peut-être mes récits préférés, qui m'inspirent beaucoup dans ma vie actuelle. De savoir qu'il y a quand même un des meilleurs réalisateurs quand même au monde qui s'attaque au poème un des poèmes les plus épiques de l'histoire occidentale. C'était un kiff, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas moi c'est Prestige, c'est un de mes films préférés de lui. Voilà. The Dark Knight était mon film préféré pendant plusieurs années, quand j'étais au collège-lycée à peu près. Puis et j'avais vu presque tous les autres films de Nolan que j'aimais beaucoup. Puis pendant des années, je vois d'autres films. Voilà, mes goûts évoluent, je grandis, je vieillis, je prends en maturité, je deviens insupportable à parler de Tarkovsky à des gens, vraiment. Et puis un jour, je remets les yeux sur The Dark Knight, et je vois un film avec plein de qualités, mais qui me fait rien du tout. Beaucoup trop de choses à raconter, qui va beaucoup trop vite. Régulièrement, il y a 25 minutes de film qui pourraient être un film en entier, mais c'est Christopher Nolan qui veut raconter 46 000 choses, et il a que 3 heures pour les faire. Et puis c'est des codes de cinéma qui me parlent beaucoup moins qu'avant. Et donc j'y allais face à l'Odyssée avec pas mal d'appréhension, parce que ça avait l'air d'être Nolan au carré, qui revient avec l'assurance du victorieux de Oppenheimer, sûr de lui,
pour adapter l'Odyssée dans le plus grand des calmes. Et bien, quant à moi, j'ai découvert Monsieur Nolan avec. Ça doit être les Batman aussi, mais je crois que c'est Inception. En tout cas, ce qui m'a marqué dans le cinéma de Nolan, c'était surtout ses récits, ses scénarios qui étaient très étonnants. Et moi, j'aimais bien son montage, justement, sa capacité à mélanger les structures narratives, à passer par des détours pour arriver sur un final grandiose, épique. Que ce soit dans le Prestige, que ce soit dans Dunkerque, que ce soit dans Inception, qui est un de mes films préférés. Beaucoup moins dans Interstellar, j'ai été beaucoup moins touché la première fois que je l'ai vu. Mais voilà, c'était un réalisateur qui avait cette capacité de faire de l'épique tout en te perdant, mais vraiment je lui faisais confiance, même si j'étais perdu par moments, je lui faisais confiance parce que je savais que j'allais avoir un truc grandiose à la fin, que tout ça allait se mélanger et que ça allait avoir du sens. Là où j'ai été perdu, c'était Net, parce que là j'avais plus de sens, et c'est un des films où j'étais le plus absent lors d'un climax de film. J'ai jamais été aussi distant avec un film. Et donc là, ce film, j'attendais parce que je trouve qu'il revient sur un truc aventure, fresque, épique. Et surtout élémentaire, quoi. Parce que l'Odyssée et l'Iliade, c'est vraiment ce qu'on apprend. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Oui, ce qu'on apprend à l'école. C'est du patrimoine aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça a été toujours c'est quand même un réalisateur assez intéressant qui n'empêche énormément de gens en salle et qui propose des expériences uniques presque. Et donc pour ça, on peut pas lui envier, quoi. Et donc maintenant, l'Odyssée, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir assisté à une grande aventure ? Bah ouais, en fait. Ouais, parce que je l'attendais quand même, mine de rien. Puis tu l'as peut-être vu dans des conditions spécifiques, non ? Effectivement, il y a 2 raisons, c'est pourquoi j'ai bien aimé, parce que déjà je me suis déplacé à Bruxelles vraiment pour le voir en 70 mm IMAX. Donc selon Nolan, le format effectivement dans lequel sur pellicule où il a tourné effectivement avec le premier long métrage de l'histoire a été tourné en caméra full caméra IMAX 70 mm. Ça, chaque scène du film tournée en IMAX, alors que d'habitude c'est certaines séquences. Donc effectivement oui, l'aventure est forcément visuelle et imparable et c'est une expérience de cinéma à absolument vivre. Tous les plans sont XXL, même les plans sur les visages, les plans sur tous les plans d'extérieur, les plans larges, les plans aériens. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Et juste sur le fond et l'histoire et sur l'aventure que c'était, ouais, j'ai vraiment vécu un péplum de quasiment 3 heures qui m'a pas non plus transcendé, mais auquel j'ai retrouvé quand même ce que j'aime de Nolan. Les personnages qui doutent, des scènes épiques, des scènes où on se remet en question sur le monde quand même dans lequel on vit, même si c'est pas non plus transcendant, il aurait pu aller plus loin. Musicalement, je m'y suis retrouvé et j'ai un peu cette impression de quand même de retourner avec ce film-là dans un péplum des années 50 quand même par moment. Pas tout le temps, mais... Dans le bon sens du terme. C'est ça, hein, ok, j'étais pas sûr d'avoir compris. Tout petit peu quand même, je trouvais que dans... Et oui, dernier truc à dire, je trouve que c'est son plus grand en termes d'échelle des films. Oui, on en parlait d'Interstellar, oui, c'est un film sur l'espace, etc. C'est de l'aventure spatiale, mais comme il a été tourné dans tous les lieux possibles, au Maroc pour 3, en Islande pour le monde des morts d'Hadès, j'étais quand même embarqué, parce que déjà je l'attendais. L'IMAX fait que c'était grandiose en images, même si c'était pas parfait par moments, etc. Mais ouais, je trouve que c'était son plus grand en termes d'aventure et d'échelle de film. Genre j'ai vraiment ressenti que c'était un péplum à 250 millions de dollars. Et du coup voilà, j'étais embarqué, Après j'aurais voulu, il y a des choses, on va en parler, qui sont méga discutables et qui font que c'est clairement pas son meilleur. Mais quand même, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Je l'ai vu en IMAX 1.90, juste IMAX 1. Parce que si vous savez pas, le film est proposé dans plusieurs versions différentes. La plus proche de celle désirée par Nolan lui-même, mais la plus rare, est de l'IMAX 70 mm. Ce que j'ai vu. En pellicule 70 mm. Moi, je l'ai vu en cinéma, normal. Toi, t'as pu trouver une séance qui montrait un peu plus de la hauteur de l'image, donc 1,90, voilà, donc t'avais un peu plus, mais qui était quand même un peu moins que le 1,45 de l'IMAX qu'a vu Arthur. En gros, 1,43, voilà, bref. Non, moi j'ai passé un bon moment. Je trouve encore une fois que ça va beaucoup trop vite, qu'il prend pas assez de temps sur plein de scènes, mais oui, j'ai vécu une grande aventure. Et paradoxalement, je trouve pas que ça soit son film le plus. Je sais pas ce que tu disais, toi. En termes d'échelle, le plus grand en termes d'échelle. Je trouve que c'est pas du tout. Parce que, en fait, il reste très humain dans ce film. Je trouve on parle quand même de Dieu,
de légendes, de déesses et tout, De mythologie grecque, antique, machin. de mythologie. Et pourtant, il a jamais été aussi proche de ses acteurs. Et enfin, du coup, il y a très peu de profondeur de champ, il y a un flou d'arrière-plan qui est très prononcé. Et du coup, ça faisait que les acteurs étaient flous très souvent. Bref, à cet Oui, genre il veut faire, tu veux dire qu'il veut faire beaucoup de plans où l'acteur est net, son visage notamment, et tout le reste est flou derrière. Donc sur l'utilisation de l'IMAX, ça du coup j'ai pas compris, même si effectivement il y a des plans extraordinaires où on va filmer 3 bateaux au milieu de l'océan et c'est grandiose, c'est magnifique. T'as des plans de forêt super aussi avec toute cette séquence de combat, j'en parle pas, mais avec pas mal d'idées de mise en scène aussi. La séquence des les Strigons dont tu parles, les mecs en armure d'argent. Mise en scène très intéressante là, dans cette séquence. Mais encore une fois, voilà, ce qui va me gêner avec le cinéma de Nolan, c'est que ça va beaucoup trop vite. Il y a des séquences qui sont censées être en tempête, où apparemment Poséidon est pas content. T'as une séquence de nuit, vous verrez, une séquence de nuit où t'as la tempête. Ça, en vrai, j'y crois un peu parce qu'effectivement, en pleine mer, truc. Mais la mer Méditerranée, quand elle est vénère, elle est vénère. Enfin, là, j'ai vraiment plus vu une pataugeoire avec une cime. Non, moi, j'y crois pas du tout. Poséidon, ok, il est pas là. Enfin, on le voit pas. Il n'est pas humanisé, je veux dire. C'est un peu déçu d'ailleurs. Moi, j'aurais bien aimé voir Poséidon. En vrai, Enfin, on a que des dieux qui sont humanisés, sauf Poséidon. Et là, je me dis, ah bah du coup, il va pouvoir essayer de le faire transparaître d'une autre manière, peut-être avec des plans. J'y m'y attendais aussi. Rien de tout ça. Donc sur ça, j'étais un peu déçu. Parce que finalement, on reste beaucoup dans le très collé à Ulysse et à son équipage. Et là, on va être sur l'émotion de ce qu'il ressent, de la peur, etc. Mais on n'a pas cet aspect grandiose, même si voilà, j'ai ressenti une grande aventure de par le périple quand même. Mais on n'a pas ce truc, on est plus sur l'humain, sur le doute de ces personnages, sur la rancœur d'Ulysse. C'était on savait depuis le début que ça allait être ça, parce que c'était dans la DA du film de ce qu'on nous a vendu. Moi je suis pas déçu de ça, je me dis c'est une Odyssée réaliste avec des petites pointes de fantaisie avec le Cyclope, avec Circé qui transforme les hommes en cochons, etc. Avec les monstres tentaculaires et puis la présence d'Athéna, des dieux et tout. Moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, justement je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir justement pour une fois ce côté très terre à terre, parce que justement je trouve c'est tellement réaliste que moi j'y ai plus cru justement par rapport aux autres péplums qu'on a eu, Jason et les Argonautes. Non, là où le film aussi peut-être m'a pas fait beaucoup voyager, c'est que j'ai quand même eu l'impression de retrouver du Christopher Nolan au carré quand même. C'est quelque chose que j'entendais déjà pas mal sur le fait que, ah là là, de toute façon, dans beaucoup de ces films, ça a souvent été l'histoire de pères de famille ou de maris qui sont pris dans une aventure pas possible et qui essayent de revenir. Ça, c'est Inception, c'est Interstellar. Peut-être que c'est Tenet, je l'ai pas vu, j'en sais rien. Et il y a même, j'étais un peu surpris parce que je l'avais pas vu venir, mais en même temps, c'est gros comme une maison. C'est pas un spoil. C'est juste que voilà, le fait que Oppenheimer, hanté par la culpabilité d'avoir créé la bombe, ça revient dans ce film-là par Ulysse, qui est l'homme qui aura eu le petit coup de génie du cheval de Troie, qui aura fait perpétuer un massacre. Et sans trop en dire, le film fait exister cette culpabilité dans le film. Donc t'as des petits bouts d'un peu tout Christopher Nolan dedans, quoi. Il y a même un plan de Oppenheimer que j'ai revu en fait en voyant pas un plan, juste un plan similaire, genre merde. Une situation. Bah la séquence de 3. Oui, c'est ça, le plan de fin d'Oppenheimer avec toutes les bombes. En fait, c'est le plan de 3 qui se fait défoncer. Oui, le plan zénithal, ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai. Enfin bref, il y a même des bouts il y a même des petites situations qui rappellent des scènes de Dunkerque aussi. Donc Christopher Nolan au carré, qui se dit vas-y let's go, je pars sur l'Odyssée, faire avec mon format chéri, l'IMAX, qui est le truc. Ça fait 20 ans qu'il se démerde pour faire au moins une scène, puis 4 scènes, puis un tiers de film, machin, avec sa caméra IMAX. Bah, c'était le film, s'il avait bien un film à faire en IMAX, c'était l'Odyssée, c'était sûr. All-in, tapis, je fais l'Odyssée, et c'est 100% du Christopher Nolan au carré. Sur le papier, c'était le seul film à faire en IMAX, c'est sûr. Mais ce qui du coup, moi, m'a pas beaucoup permis de redistribuer les cartes, hein, parce que je reviens d'Oppenheimer en déçu, triste et fatigué, par un film de 3 heures qui m'avait bien saoulé, et donc je reviens sur
la vision du monde de Christopher Nolan que je trouve vraiment pas intéressante. Ses limites, toujours. Bon, il y en a qui notent qu'effectivement, lui, les personnages féminins, ça a toujours été compliqué et que décidément, il est allé aux origines de la plus vieille histoire du monde. Effectivement, t'as 2-3 persos féminins qui essayent d'exister dans des plans un peu trop courts. Plans un peu trop courts qui sont, ma foi, une nouvelle habitude que je suis pas heureux de retrouver. Tout à l'heure, Arthur, tu disais quelque chose sur une scène de Cyclope que j'ai eu le malheur de ne pas voir, j'en suis bien triste. Voilà, tu disais, je le cite, c'est pas pour te trahir ni pour te machin, c'est parce que je trouve que c'est assez révélateur. T'avais dit un truc, non mais je trouve que la scène est quand même assez longue, elle dure 5 minutes. Oui, parce qu'il y a un cut qui fait que c'est plusieurs jours et tout, vous verrez. Du coup, c'est pas vraiment 5 minutes, mais c'est Voilà, plus. Ouais. j'espère que c'est pas vraiment 5 minutes. Mais il se passe tellement de choses sur le périple d'Ulysse, on fait tellement d'allers-retours sur différentes époques, sur différentes temporalités du voyage d'Ulysse, et on fait tellement d'allers-retours, et il y a tellement d'informations qu'il faut parfois faire circuler dans une séquence, que je remets les pieds dans Oppenheimer et des scènes tellement expédiées que ça n'existe pas. Moi j'ai vraiment ce truc où il y a 2 plans que j'ai beaucoup aimés dans le film. C'est trop bizarre que je les ai aimés. C'est c'est Matt Damon, Ulysse sur un radeau. Je crois que c'est un moment où le bat. C'est dans le teaser, ça. Ouais, sûrement. Enfin, je sais plus bien. Il revient en 2 secondes d'ailleurs. Il est sur une espèce de radeau sur des planches de bois et t'as un peu de la flotte qui lui arrive sur le visage et la cam est vraiment juste là. C'est bizarre que j'aime ces plans parce que c'est dans ces plans on voit la flotte, vraiment. On voit comment dire. C'est con, genre on voit de l'eau salée quoi. On voit qu'est-ce que c'est que cette flotte qui arrive sur sa peau à lui et l'effet que ça fait sur ses cheveux. C'est ridicule ce que je raconte, on est d'accord. Sauf que ça fait bien facile 2 heures que le film a commencé. Et qu'avant ça, perso, j'ai jamais eu l'impression de ressentir vraiment ce que c'est que ce rafio, 15-20 mecs dessus, et des tempêtes plus ou moins vénères dessus. C'est-à-dire qu'on parlait d'une scène de tempête tout à l'heure. Je trouve qu'elle fonctionne pas trop mal, notamment parce qu'il n'y a pas de musique dessus. Bah c'est que on revient à quelque chose de finalement assez convenu ou simpliste ou qui a pas grand chose qui a pas beaucoup de profondeur. Voilà, donc il y a des choses qui me parlent pas du tout parce que c'est éthéré, c'est des idées très floues et très simples, ou parfois juste calmement conservatrices et qui sont pas particulièrement intéressantes, ambiguës, tu vois. Donc même déjà que la culpabilité d'Oppenheimer me cassait dans Oppenheimer et que c'était partout, là c'est un peu moins présent dans Ulysse, mais ça existe quand même régulièrement. Et ça continue de ne pas me parler. Voilà. Donc, surtout dans cette esthétique qui est celle du cinéma de Nolan qui ne me parle plus. Voilà. C'est du cinéma qui va très très vite, qui a énormément de choses à raconter. Moi, c'est vrai que déjà sur Dunkerque, c'est la première fois que je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment si utile que ça de jouer sur une narration pas chronologique et de faire des allers-retours dans le futur et le présent. Là, je continue de me dire que c'était pas peut-être pas non plus la meilleure idée. Je vais parler un peu de tout, mais en gros, par rapport au message du film, quand même, l'Odyssée de base dans le récit original, c'est vrai que c'est quand même le main event, de ce que ça raconte, c'est quand même les travers de la guerre, les travers de ce que font les hommes, pourquoi on se fait la guerre, etc. La prise de Troie dans ses origines, c'est quand même... il y a beaucoup de morts pour rien, c'est l'ego quand même surdimensionné d'Ulysse qui a réussi à inventer quelque chose pour rentrer dans une cité imprenable qui au final se retrouve piégé par ses propres travers et par le fait qu'il ait causé beaucoup de morts. Et en plus il demande avec tous ses coéquipiers, tous ses hommes de revenir à Ithaque, et en fait il se retrouve à être le seul à revenir vivant. Et en gros, donc c'est voilà, il y a ça en récit de base, donc le film, je trouve, explore vachement toutes ces thématiques-là. L'aventure d'un homme qui fait face à son destin, qui se fait aider par les dieux, etc., qui se pose pendant tout le film des questions du bien et du mal, pourquoi il est responsable de tout ça. Et je trouve que Nolan arrive quand même à raconter aussi ce qu'il pense du monde, comme il l'a toujours beaucoup fait, sur la gestion du temps, parce que justement le montage fait que le film il s'ouvre avec Travis Scott qui tape du bâton sur la table en racontant l'histoire de Troie, etc., la guerre de Troie. Et puis ensuite vous avez un montage dans tout le film où on passe flash forward, donc vers l'avant, on est à la fin du film et ensuite on revient au début. Et je trouve que le message du film il est clair.
on a l'aventure d'un homme comme dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Nolan, c'est un homme qui a peur, un homme qui est perdu, un homme qui... Ulysse, c'est vraiment la représentation de l'humanité un peu déchue, quoi. C'est-à-dire d'être sans cesse sur un regret permanent, et comme Oppenheimer, quoi. Je trouve que c'est un récit universel, et il arrive vachement à l'incorporer dans son cinéma, quoi. Mais pour moi, lui, c'était un héros hyper salué, etc. Et moi, je le découvre dans ce film, et il est complètement différent. Genre, c'est un personnage arrogant, presque, qui dit ok, moi j'ai pas envie d'aller retourner avec Agamemnon, ce que je peux comprendre, il est un peu relou Agamemnon, enfin bref. Et oui, non mais je suis sûr qu'il est écrit comme ça, mais je veux dire, je trouvais ça intéressant d'avoir une autre vision du personnage d'Ulysse. Enfin, ça se trouve, elle est comme ça dans le livre, alors que Matt Damon, je trouve que c'était une bonne idée de base, parce que c'est une star, c'est une méga star, Matt Damon, mais c'est pas non plus l'acteur américain, quoi. Tu vois, c'est pas non. C'est pas DiCaprio. C'est pas DiCaprio, tu vois, ça aurait été DiCaprio. C'est pas Brad Pitt, c'est pas même. C'était un bon choix de casting en vrai, je trouve, Matt Damon. Une moins bonne carrière, mais qui a beaucoup plus d'aura ou qui est beaucoup plus connu internationalement, même si. Oui, mais aucun de ceux que t'as cités aurait pu jouer Ulysse. Oui, voilà, c'est ça. Il est un peu un visage universel auquel on peut facilement s'attacher et s'identifier. Non, mais déjà, juste rapidement, mais c'est qu'on en parlait tout à l'heure, dans la continuité du coup de l'histoire, etc. C'est quand même un péplum, etc., qui est censé se passer en Grèce antique. Moi, c'est vrai que quand le film a été annoncé et que j'ai vu littéralement tout le casting d'Hollywood jouer des personnages grecs, ça peut gêner. Juste, ce qui est juste dommage, c'est effectivement... Ça me dérange pas forcément qu'il y ait Matt Damon, tu vois, Anne Hathaway, Zendaya, Pattinson, mais je trouve que ça aurait été plus stylé et couillu, et je pense que ça aurait absolument pas empêché le film, qui va sûrement atteindre peut-être le milliard au box-office, d'avoir au moins dans les personnages principaux des Grecs, en fait, surtout qu'en Europe, on a quand même des super bons acteurs, en fait. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, Lupita Nyong'o qui joue Hélène de Troie, qui je trouve vraiment, pour le coup, s'en sort grave bien, et elle est magnifique, cette femme, tu vois. Vraiment, genre, je trouve que la musique était vraiment top. J'ai bien aimé l'utilisation, comme j'ai dit, dans un instrument, etc. Je trouve que Goranson, il s'en sort très bien, et en fait, oui, ça aurait pu être mieux, les mêmes thèmes, comme dans un peu l'effet de Dune de Zimmer, où c'est le même thème qui revient en boucle sur différentes orchestrations, mais ça faisait le taf, et je trouve que c'était super. Gros problème que j'ai avec ce film, c'est forcément, j'y attendais, c'est l'histoire, le fait que ce soit des dracars vikings, des costumes pas du tout d'époque, de l'âge du bronze, etc. Les Lystrigons, on a un full armure argentée alors que c'est l'âge du bronze. En fait, tu sens qu'il y a plusieurs caméras IMAX, et tu sens qu'ils sont pas là longtemps et qu'ils ont voulu vraiment tourner. Peut-être la seule scène où j'ai vraiment senti que c'était stylé et bien découpé et tout, bah tu sais quoi, la séquence du monde des morts, je trouvais qu'il y avait des jolis plans, des très beaux plans en silhouette d'ailleurs, des bateaux, etc. Voilà, c'est le décor qui l'aide. C'est le décor qui fait le travail. Et je trouve qu'il arrive à trouver des bonnes façons de jouer avec à terre, ouais. Voilà. Et juste point fort du film, bah juste la séquence du Cyclope. Quel plaisir de retrouver une marionnette de 20 mètres de haut dans un film, qui se voit quand même que c'est des effets pratiques. Et quand même, voilà, moi je trouve que c'est trop cool, quoi. On va conclure avec la notation du syndrome. Bah moi c'est Choung Fat, en fait. Showing Fat, quand même. Je vais pas pouvoir mettre au-dessus que Will Smith. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le film. Quel film vous désirez voir pour une prochaine critique. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Aussi sur notre Instagram. Allez écouter la critique sur podcast. Soignez-vous bien en regardant des films, et abonnez-vous. Ciao.